Parlons-en donc de ce match-là. Parlons-en. Tu sais, bien stressant comme on les souhaite. Puis un match de série bien laid comme on les aime, où ça s'est battu de fond en comble d'un côté à l'autre de la patinoire, où on a eu une petite frousse en fin de match. Mais au bout de la ligne, messieurs, puis c'est drôle qu'on soit rendu à discuter que de ça, mais Jakub Dobeš a été au bout de la ligne. Je pense qu'on peut dire là, le MVP de cette série pour les Canadiens. Absolument. Absolument. Puis écoute, tu parles de Dobeš. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais je regarde Dobeš jouer en ce moment. Là, ça pue le printemps là, qui a plein d'histoires là, en ce moment. Là. Puis écoute, c'est drôle parce qu'il y a quand même des parallèles un peu intéressants à dresser dans le sens où le Canadien n'était pas favori dans cette série-là. Même que le Canadien était fortement négligé par les preneurs au livre dans cette série-là. On a fini par l'emporter. C'était non, de beaucoup. Là. Je pense que même Tempa était l'équipe qui avait le plus haut, l'équipe la plus favorite de la première ronde. C'était Tempa ou la Caroline de mémoire. Non, je dois être j'espère au moins que tu précises dans l'Est parce que je te rappelle que la j'ai de me rappeler l'Avalanche. Mais Tempa était vraiment fortement favori dans cette série-là. Et les Canadiens réussissent quand même à déjouer les pronostics en allant gagner cette série-là. Et en plus, il y a d'autres parallèles qui se restent quand tu réalises que Dobeš n'a pas commencé cette saison-là en étant le numéro 1 de l'équipe. Puis il y a un autre gardien dans l'organisation qui est déjà un peu identifié comme le futur numéro 1 de l'équipe en Jacob Fowler. Mais en ce moment, le futur numéro 1 gardien de concession de l'organisation est sur le banc, pendant que c'est un gardien européen qui est là devant le filet qui amène le club faire une petite run. Je veux dire, il y a une différence. C'est que Dobeš, il a à peu près un pied de plus qu'Alak. Là, je le concède. Là, mais en ce moment, Dobeš est phénoménal devant son filet. Puis, man, j'ai des chiffres que je me suis sortis pour ça. Là. Dobeš, que je me suis sorti, c'est un client sur Twitter, C-Vice99 qui sort ça. Jakub Dobeš est un gardien recru. Okay? Dans les matchs 5, 6 et 7, les 3 plus gros matchs de sa carrière, Jakub Dobeš a arrêté 98 des 102 tirs dirigés vers lui. C'est exceptionnel. Ce gars-là, en 3 matchs, a accordé 4 buts, alors que son équipe avait besoin de lui, on avait besoin qu'il se lève. Aujourd'hui, là, Jakub Dobeš a été de loin supérieur à Andrei Vasilevskiy, et c'est pour ça que le Canadien l'emporte. C'est aussi simple que ça. Jakub Dobeš, en tant que recrue, est allé à Tampa Bay, puis a été de loin meilleur à Vasilevskiy, considéré par plusieurs comme le meilleur gardien de sa génération. C'est ça l'histoire de ce match-là. C'est aussi simple que ça, cette victoire-là du Canada. Puis, ce qui est encore plus incroyable, c'est que là, Jakub Dobeš devient le 5e gardien recru dans l'histoire du Canadien. Un club qui a quasiment 125 ans d'histoire. Gardien recru allait gagner un match numéro 7. Puis, je ne sais pas si vous avez vu les 4 gars avant lui, c'est genre... Une belle brochette d'homme. Hein? Patrick Roy, Jacques Plante, puis Ken Dryden, qui est arguably le Mount Rushmore des gardiens dans l'histoire du Canadien. Là. Jakub Dobeš, 5e, derrière ces 4 gars-là. Ben, puis, tu sais, le nombre de fois que durant cette run-là en série, on lisait les commentaires, ouais, tu sais, ça rappelle des bons moments, mais en plus de tout ça, c'est qu'il a été phénoménal, il a arrêté tous ces arrêts-là, mais c'est qu'il a certainement été occupé, puis surtout dans cette deuxième période où les boys, il y a eu, comptons le nombre de tirs que les Canadiens ont portés, qui se sont rendus au but, là, dis-donc, là, dans cette deuxième période. Ah, le compte est terminé, 0, puis je veux dire... Zorro! Puis... Zorro, et on se disait ça aussi, à quel point, messieurs, le Lightning avait un momentum assez phénoménalement convaincant en leur faveur en cette deuxième période où on se disait, le Canadien sera-t-il en mesure de remporter ce match malgré cela? Puis ce qui est fou de tout ça, là, c'est, man, ça a été, on s'est fait, en deuxième, le Canadien ne s'est pas présenté. Le seul gars qui s'est présenté, c'est Dobeš, c'est littéralement tout. Et malgré tout ça, on a réussi à limiter les dégâts à 1-1 pour faire en sorte que la troisième est devenue une période de prolongation avant le temps. C'est ça qui est arrivé, puis on s'est mis dans une position, même si c'était vraiment pas beau, puis écoute, il n'y a aucun moyen de lancer les fleurs aux Canadiens en deuxième de quelconque façon, à moins qu'on parle de Dobeš très précisément, là. Mais on a réussi quand même à éviter qu'il y ait une avalanche de buts de la part du Lightning. On est resté dans ce match-là et ça a permis à Alex Barry Bonds Newhook d'en frapper une au vol dans le filet du Lightning. Écoute, quand tu t'es rendu comme en deuxième moitié de la troisième période, tu te dis ça va être un beau but graisseux, là, un beau pas beau là, que tu vas dire, gars, ce sera pas chic, mais c'est ça qui va rentrer. Puis
le Canadien s'est dit, man, on n'est pas capable de battre Vasilevski au hockey, on va juste le battre au baseball à la place. Puis, man, ça a marché. Fait que s'il y a une équipe de baseball qui cherche un frappeur de circuit, appelez Alex Newhook parce qu'aujourd'hui, il a clairement démontré qu'il y a peut-être un petit peu plus de talent qu'on pense de ce sport. Puis c'est pas juste le fait que tu n'as pas dominé. Le Canadien dans le contexte, a littéralement joué sa pire saison de la saison, puis peut-être des 5-10 dernières années. Arguably, peut-être sa pire période qu'on a vue, et on a passé à travers d'un rebuild qui nous a amené 32e dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien qui marchait. Puis, en même temps, c'est là que tu te dis, man, cette équipe-là est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale, était de loin l'équipe la plus jeune des séries éliminatoires. Et je pense que là, on a vu totalement ce manque d'inexpérience-là face au Lightning. C'est quoi? Attends, je ne veux pas me mêler les chiffres. C'est quoi? C'est 13 gars qui jouaient un premier match. 13 gars qui jouaient un premier match 7 en carrière dans la Ligue nationale. Puis je pense qu'il y en a 4 puis il y en a 4 de plus qui en ont joué un, puis c'était pas devant les partisans. Des gars comme Nick Suzuki puis tout ça. Fait que tu avais quasiment le line-up au grand complet qui n'a jamais joué un match numéro 7 devant une full house à l'étranger, à Tampa. Tampa Bay, là, je vais juste vous rappeler, là, Tampa Bay qui est une des 3 dernières équipes de l'ère du Cap Salarial a gagné la Coupe Stanley back-to-back. Et pour la première fois, ça, je pense que c'est la stat la plus insane qu'on peut trouver. C'est que pour la première fois dans cette décennie-là, je vous rappelle, on est en 2026. Pour la première fois dans cette décennie, ça ne sera pas une équipe de la Floride qui va s'en va en finale de la Coupe Stanley dans l'Est. Ouais, donc c'est terminé là l'argument. C'est terminé l'argument que les joueurs de Tom s'en vont en Floride. Les fameuses taxes. Non, mais y a-t-il encore une équipe qui pourrait... Dallas sont out. Dallas c'est out. C'est là. Puis Seattle, c'est Seattle. Je pense que l'argument va enfin mourir. Je pense que ça va enfin se calmer. Mais, puis écoute, juste revenir à ce match numéro 7-là, Pop, tu parlais du manque d'expérience. Je veux revenir, c'est Martin Leclerc qui disait ça à Tellement Hockey cette semaine, puis je trouve que c'est un excellent point. Le Canadien, tu sais, on parle beaucoup de comme quoi l'avenir de cette équipe-là est incroyable, puis juste le fait de jouer ce match-là, c'était de l'expérience qui allait être utile pour les prochaines années. Puis écoute, je suis coupable, j'en ai parlé cette semaine, j'ai dit ça cette semaine, mais Martin Leclerc, c'est un bon point. On est loin de ça, là, mais les premières années du Core 4 des Maple Leafs, là, la toute première run de série, on avait perdu, si je m'abuse, c'était en 6 matchs, dans une série extrêmement similaire à celle-là. On était en prolongation constamment, et à la fin de cette série-là, on s'est dit, ben c'est pas grave, tu sais, ce noyau-là est tellement jeune, tellement prometteur, on va avoir plein d'autres années où est-ce qu'on va pouvoir vivre ça, et regardez ce que ça a donné. De voir puis le contexte est légèrement différent. Là. Suzuki et Caulfield se sont déjà rendus en finale, puis il y a quand même pas juste 4 gars. On va aussi on va toucher le bois qu'une deuxième pandémie éclate pas d'ici 5 ans, mettons. Là. Non, c'est ça. Puis il faut rappeler aussi Toronto, on aime bien les niaiser, mais sans la pandémie qui a arrêté le cap salarial, probablement que ça aurait été mieux. Le plan aurait été beaucoup plus tenable à long terme avec ça. Mais bref, là où je veux en venir avec ça, cette victoire-là est une énorme démonstration de caractère. Puis tu sais, c'est le genre cette victoire-là, là, c'est la victoire que les Maple Leafs n'ont presque jamais eue, l'ont eu une fois, mais comme en fin de parcours, là, que tu peux te dire, mettons, dans 2-3 ans, là, quand tu vas être confronté à ces situations-là comme ça, là, ben, on l'a déjà fait. On est capable, on sait qu'on est capable. Puis juste ce petit boost de confiance-là, là, c'est comme de briser le plafond de verre. Là. C'est vraiment, c'est peut-être une victoire qui change toute la donne de l'avenir du Canadien en ce moment. Puis écoute, peut-être qu'on l'aurait fait même si on avait perdu le match d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que le match d'aujourd'hui fait en sorte que si on l'avait perdu, le Canadien aurait eu un parcours comme les Maple Leafs pour les 10 prochaines années. Mais le fait de l'avoir fait, le fait d'avoir montré aux autres équipes que tu es capable d'aller à l'étranger, puis même quand tu n'as pas ta meilleure game, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un pense que le Canadien avait sa meilleure game, j'aurais 88 games précédentes à vous montrer qui étaient des meilleures games que ça de la part du Canadien. Là. Cette équipe-là s'est pointée. Tout n'était pas beau, mais on a été capable d'aller en voler une sur la route dans un match numéro 7 avec la deuxième plus jeune équipe de toute l'année. C'est immense pour l'avenir de cette équipe-là, cette victoire-là aujourd'hui. Là, d'ailleurs, je veux pas, alors que là, on dit que les Canadiens, c'est sur la pente ascendante. Lightning, je veux pas être le présager des mauvaises nouvelles, mais depuis cette finale qui a été perdue aux mains de l'Avalanche du Colorado, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, mais c'est 4
sortie hâtive en première ronde. Disons, on va compatir un peu. Je sais que c'est difficile de compatir avec le Lightning, surtout de la manière que ces dernières semaines est joué. Puis c'est difficile de compatir avec quelqu'un dont le joueur favori est Nikita Kucherov. Avec tout le respect du monde, même s'il va sûrement gagner le MVP encore cette année, faut-il s'inquiéter pour l'avenir du Lightning? Parce que oui. Parce que oui. Je veux dire, cette équipe-là veut pas, et on parlait du Canadien qui était la deuxième plus jeune équipe de la Ligue, Tampa Bay n'est pas dans cette situation-là. C'est une équipe qui est beaucoup plus vieille et il y a des gros points d'interrogation pour l'avenir de cette équipe-là. Victor Hedman n'a pas joué une seconde dans cette série-là. Est-ce que Victor Hedman va être en mesure de revenir au jeu l'année prochaine? Si oui, dans quel état il va l'être? Ryan McDonough n'est plus jeune. Andrei Vasilevskiy n'est plus jeune. Nikita Kucherov n'est plus jeune. Braden Point, qui a été totalement invisible dans cette série-là, n'est plus jeune non plus. Je veux dire, oui, Brendan Eagle est encore quand même relativement jeune. Je crois qu'il est à 26 ans en ce moment. Il va avoir 27 au début de la prochaine saison. Mais, tu sais, 4 années de suite, c'est toutes des belles opportunités. Puis encore la série d'aujourd'hui, ça répète d'un bord comme de l'autre. Puis peut-être que si c'est le Tampa qui marque un but de baseball, ils finissent par gagner la coupe, puis on n'en parle même pas. Mais ça fait 4 années de suite avec un des meilleurs groupes de la Ligue qu'on n'est pas capable de passer le premier tour. Moi, j'en suis quasiment rendu au point où je me demande, je ne dis pas que c'est la chose qui est à faire, mais est-ce qu'on va peut-être à Tampa commencer à vouloir la tête de John Cooper? Je veux dire, est-ce qu'on va vouloir la tête de John Cooper à Tampa Bay après cette défaite-là? Je ne pense pas que je le ferais, mais est-ce qu'on va le vouloir? Je pense pas que c'est impossible. Voici quand même quelques-uns là, des noms notables avec un âge notable chez le Lightning. Nikita Kucherov, en juin, ça va être 33 ans. Jake Gensel, en octobre, ça va être 32 ans. Braden Point vient d'avoir 30 ans. Yannick Gourde, ça paraît pas, mais lui, en décembre, il a eu 34. Puis Victor Hedman, en décembre, il a eu 35. Puis il y a un nom que vous n'avez même pas soulevé dans tout ce roster-là du Lightning, mais Darren Radish, là, ça ne reviendra pas à Tampa Bay l'année prochaine. Darren Radish, c'est n'importe quoi cette saison-là. Là. Darren Radish là, va signer pour 10 millions par année à Toronto, là, puis il va faire 35 points, là, puis on n'en parlera même plus, puis on va se demander comment ça qu'une équipe a des gros argent de main. Ça, là, c'est n'importe quoi. Puis l'affaire, par exemple, avec Tampa, j'aime beaucoup plus les chances de Tampa d'être en mesure de trouver quelque chose pour remplacer Radish que les chances de voir Radish refaire cette saison-là. Tampa est capable de recréer un autre Radish. Ça m'inquiète pas. Écoute, on est allé chercher Charles-Édouard Dastou du fin fond de la Suède. Puis ce gars-là. Il était bon! Ce gars-là, depuis sa première game cette année avec le Lightning, a l'air de legit d'un défenseur au plus bas des scénarios, le deuxième paire. Ah ouais, non, j'ai aucun problème à voir le coup depuis 5 ans. On dit que ça fait depuis 5 ans qu'ils sont finis. Et puis ils trouvent genre la pépite parfaite. Ouais. Que personne ne voulait, genre du fin fond de la Ligue canadienne de hockey qui développe au maximum. OK, mais oui, respect à cette légende de l'Océanique, mais à quel point est-ce que les pépites, ça va être assez pour pouvoir soutenir le fait que tes gars principaux, ils commencent à approcher l'âge de la retraite? Ça c'est un bon point. Puis écoute, moi, tu sais ce que j'ai regardé cette série-là, puis j'ai repensé à ça pendant le match 6, là, quand c'était 0-0 puis que les deux équipes n'étaient pas capables de marquer, là. Vous souvenez-vous un peu avant la date limite, en fait, avant la pause olympique, ça avait été réglé avant la pause olympique, ce dossier-là, là, quand Artemi Panarin voulait quitter les Rangers, puis une équipe qu'on entendait beaucoup pour Artemi Panarin, c'était le Lightning. À quel point cette série-là est différente si Artemi Panarin est dans le line-up? Est-ce que le Lightning a besoin d'un autre gros swing? Tu sais, je sais qu'on a tellement de talent avec les Kucherov, les Gensel, les Eagle, les Points. Il y a énormément de talent, mais est-ce qu'Artemi Panarin fait la différence dans cette série-là? Puis est-ce que c'est pas un swing qu'on va devoir prendre à Tampa à un moment donné? Ben, tu sais quoi, pense-y. Pas Panarin, mais un autre joueur dans ce genre-là. Là. Ben, pense-y, tu sais, avec tout le flair offensif qu'il y a eu. Tu sais quoi, c'est fou, mais littéralement, tous ces matchs, un but de plus, à l'inverse, aurait fait la différence. Tu n'es pas en train de me dire qu'Artemi Panarin n'est pas capable d'aller chercher un but minimum de plus dans l'une de ces joutes-là? Puis, hey, écoute, on parle d'Artemi Panarin, mais juste Anthony Cirelli fait un but dans cette série-là. Tu sais, je comprends que sa mission principale, c'était de shut down Nick Suzuki, Cole Caulfield, Demidov, toute la gang. Et il faut lui donner des fleurs. Il a extrêmement bien fait la job. Mais on se rappellera,
il y a beaucoup de monde qui traçait les mêmes comparatifs au trio Dano, Gallagher, Lekonen en série 2021. Mais j'ai juste un petit newsflash pour ceux qui nous écoutent. C'est quand même ce trio-là qui a quand même propulsé Montréal en finale à la Coupe Stanley contre Vegas. À la toute fin, c'est eux autres qui sont allés chercher le but. Anthony Cirelli, il aurait fallu juste un but de sa part, puis je pense qu'on a complètement un débat différent avec le Lightning en ce moment. L'affaire avec Cirelli, c'est que si tu m'avais dit au début de la série, Anthony Cirelli va avoir cette série-là exactement, je t'aurais fait, man, parfait, j'ai pas besoin de plus que ça. Puis, man, faut pas oublier, là, le Canadien, son premier trio de cette année, t'as un marqueur de 51 buts, un marqueur de 30 buts, puis un marqueur de 100 points. Ces trois gars-là, à 5 contre 5, n'ont rien fait. Puis je comprends, ça aurait été le fun d'avoir un but de plus de Cirelli ou de son trio, quoi que ce soit, là. Mais on a réussi à neutraliser un trio avec un marqueur de 51 buts, un marqueur de 30 buts, puis un marqueur de 100 points. Je veux dire, c'est exceptionnel. Puis quand je dis neutraliser, là, juste quand même, Caulfield, je vais revenir dans 2 secondes, là. Nick Suzuki, ce soir, a été phénoménal. Ça paraît pas nécessairement quand tu regardes la feuille de pointage, là. Ce gars-là a été phénoménal. Ça a été un des super bons matchs que je l'ai vu jouer à Montréal depuis un bout. En troisième, là, c'est vraiment lui qui avait là, les boys, ça fait le niaisage. Il a pris l'équipe sur son dos, comme il avait fait l'année passée. Il les a amenés, man, impliqués physiquement. Son tir bloqué à la fin. Incroyable. Nick Suzuki a été solide, même s'il ne contribuait pas nécessairement des tonnes sur le plan de la feuille de pointage. Cole Caulfield, je reviens à lui. Cole Caulfield, je pense que je l'ai dit sur ce show-là, je pense que c'est mon joueur préféré à Montréal en ce moment. Là. Je pense que c'est mon boy depuis qu'il joue à Wisconsin dans la NCAA. Un des premiers que j'ai suivi quand j'ai commencé à travailler dans les médias sportifs. Mais à 5 contre 5, ce gars-là n'était pas jouable. C'est terrible. Puis je me suis surpris à me dire à un moment donné, en troisième période du match numéro 7, est-ce que je veux vraiment voir Cole Caulfield sur la glace? Et ma réponse a été non. Je voulais... Puis plusieurs fois dans cette série, je me suis dit ça. Écoute, peut-être que loin de Cirelli, peut-être que loin du fameux trio de Tampa, ça va aller mieux en deuxième ronde contre Buffalo, mais cette série-là de Cole Caulfield a été fou. C'était laborieux. Là, c'est fini contre Tampa. Puis écoute, il m'a l'air d'un gars blessé en ce moment parce qu'il me semble qu'il évite encore plus le contact que d'habitude. Puis on sait qu'il est capable qu'il n'a pas peur nécessairement du contact en temps normal, mais dans cette série-là, ouf, que ça n'a pas été facile. La série contre Buffalo va être extrêmement intéressante.